Merci, Monsieur Hetzel. La parole est maintenant Monsieur Thierry Benoît. Monsieur Thierry Benoît est l'avant-dernier orateur inscrit. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, votre supplice touche à sa fin. La discussion générale arrive à sa conclusion après l'Alsace, la Bretagne, et je crois qu'on termine par les Pyrénées. Monsieur le Ministre, pétri de contradictions, le discours gouvernemental manque cruellement de clarté sur ce qui devait s'imposer comme l'une des réformes majeures de ce quinquennat, la réforme dite territoriale. Le Premier ministre s'était en effet engagé dans son discours de politique générale Valls 1, discours de politique générale pour lequel j'avais été très attentif et sur lequel je m'étais abstenu parce que ce discours de Manuel Valls, je dirais gouvernement Valls 1, avait retenu mon attention sur les propositions, notamment celles qui tournaient autour de la réforme territoriale. À cette époque, le Premier ministre plaidait en faveur d'une réelle simplification de la carte administrative. Il plaidait pour une meilleure lisibilité de l'action publique et une réelle maîtrise de la dépense publique. Il avait annoncé une mise en extinction des conseils généraux à l'horizon de 2020 et je peux confesser ici, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, que cette proposition, pour moi, était audacieuse, pour ne pas dire osée. Elle avait retenu mon attention, comme elle avait retenu l'attention des Français, j'en suis convaincu, qui sont prêts à des évolutions et qui sont prêts à des adaptations. Pourtant, quelques mois plus tard, à l'occasion du congrès de l'Assemblée des départements de France, le 6 novembre dernier, Manuel Valls avait besoin de ces échelons intermédiaires, fruits d'une discussion, peut-être pas de couloir, mais malgré tout une discussion bilatérale entre un parti politique qui reste et demeure membre de la majorité présidentielle et lui-même. Et au nom de cet équilibre, le Premier ministre, qui est un Premier ministre jeune, a renoncé. Il a renoncé aux ambitions pour notre pays d'une véritable réforme territoriale. Ces confusions à répétition entretiennent une réelle cacophonie que les élus des territoires et les populations ont du mal à suivre. Quelle est la trajectoire du gouvernement? Quelle est la perspective présentée par le Président de la République et le Premier ministre? Je trouve que dans cette affaire, vous avez répandu la confusion à travers le pays. Et ce que je déplore, Monsieur le Ministre, c'est que nous en paierons tous les pots cassés et les premiers d'entre eux, ce seront les conseillers généraux, les 9000 conseillers généraux de France, élus sur un canton, enracinés dans leur territoire, qui devront expliquer ce redécoupage des cantons que vous avez souhaité, qui devront expliquer cette idée du binôme paritaire que vous avez souhaité, à durée de vie éphémère, puisque alors que vous défendiez les départements, quelques semaines après, vous avez annoncé leur suppression, pour mieux annoncer 3 types de conseils départementaux, dont je ne reviendrai même pas sur la description, tant elle a été faite ce soir. Ce que je défendrai, moi, au cours de cette deuxième lecture, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, c'est les enjeux qui tournent malgré tout autour de ce qui restera le reliquat de cette réforme territoriale. Le premier enjeu est un enjeu, ça a été rappelé par plusieurs des orateurs, notamment Michel Piron, le porte-parole du groupe UDI, que je salue ici, enjeu économique et qui, pour nous, en tant que centristes, tourne autour de la création d'euro-régions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas opposés à un recalibrage
à une reconfiguration, comme disait Jean-Christophe Fromentin, des diverses régions de France. Mais puisque le gouvernement n'arrive pas à redécouper les régions de France, diantre qu'il fasse confiance aux élus des territoires. Et je trouve que cette réforme territoriale, cette deuxième lecture, devrait être marquée du sceau de la confiance, celle que vous pourriez accorder aux élus de proximité, les élus municipaux, les élus communautaires, les élus territoriaux que sont les conseillers généraux et les conseillers régionaux, pour définir une évolution de la carte des intercommunalités dont personne ne nie la prérogative pour les années à venir, et définir une évolution de la carte des régions, puisque le fait régional, dans la construction européenne, bien sûr, est naturel. Le deuxième enjeu est un enjeu démocratique, parce que je pense que le lien démocratique fort, qui doit unir, qui doit réconcilier les Français avec les élus, pourrait être un des enjeux de cette réforme territoriale. Démocratie de proximité, car les Français sont nombreux à plébisciter une simplification de l'organisation territoriale dans un contexte de défiance généralisée. Cet effort de simplification territoriale a d'abord vocation à renforcer le lien qui unit les citoyens à la République. Le troisième enjeu que je définis est un enjeu éthique, Monsieur le Ministre. Enfin, la clarification des compétences exercées par les collectivités territoriales répond aussi à l'impérieuse nécessité d'une maîtrise de la dépense publique, une obligation pour l'avenir de nos enfants, pour les générations qui nous succèdent. Eurorégion, enjeux démocratiques et liens donc démocratiques de proximité, maîtrise de la dépense publique, tels sont les enjeux que je définis, moi, pour cette deuxième lecture. Enfin, dans cette affaire, je voudrais avoir un regard particulier pour une région que j'affectionne tout particulièrement puisque je suis élu de cette région de Bretagne et plus particulièrement des Marches de Bretagne. Je regrette un petit peu, vous qui êtes des hauts dignitaires de la République, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, qui êtes des élus pour lesquels j'ai un réel respect et une réelle admiration, tant par le parcours qui est le vôtre, mais aussi votre action, parce que la tâche n'est pas aisée. Mais je déplore quand même que les messages que vous envoyez à travers les régions de France, et notamment pour la Bretagne, soient des messages contradictoires. Lorsque je vois un ministre du gouvernement breton, Monsieur Le Drian, qui est quasiment tous les week-ends à Rennes et en Bretagne, faire des déclarations en faveur du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, en faveur de la réunification de la Bretagne. Lorsque je lis, Isabelle Le Callennec l'a rappelé, le président du Conseil régional de Bretagne, M. Massiot, écrire à tous les parlementaires pour nous supplier d'œuvrer en faveur du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, et que je découvre ici ce que j'entends ou ce que je lis à travers divers amendements ou à travers certains votes de certains parlementaires de la République, mais qui sont aussi des parlementaires bretons, qui ont parfois pris des engagements, je suis profondément déçu. Parce que vu de diverses régions de France, que ce soit la Bretagne, que ce soit l'Alsace ou d'autres régions, nous pensons, population et élus réunis, qu'il y a là une occasion historique, en s'appuyant en effet sur des faits d'histoire, sur des faits de culture, sur des faits économiques, sur des faits d'identité, disons-le. Eh bien, nous pensons qu'il y a une occasion unique de retravailler la carte des régions, de réparer certaines formes d'injustice qui ont été faites dans le passé. Et la région à laquelle j'appartiens, où depuis 40 ans, des populations, des militants, des élus œuvrent en faveur de la réunification, je souhaiterais que des signaux positifs, clairs et sincères soient envoyés pour ces régions. C'est valable pour l'Alsace, ça vaut aussi pour la Bretagne.
C'est en cela que je souhaite que le droit d'option, soit un droit d'option simple. Laissons respirer le pays, laissons respirer les Français, laissons travailler les élus des territoires en défendant le droit d'option simple, un conseil général qui souhaiterait s'exprimer à la majorité absolue plus une voix et qui déterminerait sa région de rattachement. Pourquoi pas un référendum organisé dans un département qui permettrait à la population de choisir sa région de rattachement. Et de grâce, que ce droit d'option simple ne soit pas verrouillé par une majorité déterminée, majorité qualifiée de la région de départ, puisque l'on sait qu'à partir du moment où l'on fait du fait régional dans le cadre de la construction européenne un fait majeur, aucune région de France, lorsque la carte aura été redécoupée, ne laissera un département quitter la région de départ. Aucune région ne le permettra. C'est pour ça que si vous vous entêtez à proposer une carte qui se limite aux chiffres et au nombre arbitraire de 13 régions, ce qui pour moi est une erreur, de grâce, accordez-nous le droit d'option simple. Et enfin, dernière thématique que je défendrai, c'est le droit au territoire d'innover, d'expérimenter. Et c'est en cela que l'idée du binôme Sarkozy-Fillon de créer le conseiller territorial, ça peut vous faire sourire, monsieur le rapporteur, mais c'est pour ça que je le souligne. Parce que cette idée du conseiller du territoire qui visait à organiser un schéma de compétences, Maurice Leroy l'a évoqué tout à l'heure, un schéma de compétences permettait aux élus des diverses régions de France de s'organiser. Les Bretons, les Alsaciens, les Auvergnats, chacun pouvait s'organiser. Il n'y avait aucune difficulté, puisque le gouvernement n'est pas capable de présenter une trajectoire. Laissons les territoires s'organiser. Et enfin, dernier engagement que le gouvernement avait pris, le gouvernement précédent, c'était Jean-Marc Ayrault. Lorsque le 13 décembre 2013, il est venu à Rennes signer le pacte d'avenir pour la Bretagne, il a plaidé en faveur, non pas d'une autodétermination des Bretons, mais il a plaidé en faveur d'une liberté de choisir pour les départements de l'Ouest quant à leur organisation. Alors je ne voudrais pas qu'à l'issue de nos débats, on retienne le fait suivant, parce que le sentiment que j'ai parfois, c'est que l'État a peur des régions à forte identité. Les Bretons ont du caractère. Cependant, je voudrais citer Yann Kefelec, romancier breton, prix Goncourt 1985, qui dit « La Bretagne est une grande île, entourée par l'histoire de France, au pays d'Armor, la pointe aiguë du socle européen. » Et je trouve que ceci ressemble bien aux Bretons, qui sont un esprit ouvert, qui de par nature sont décentralisateurs, sont en faveur de la subsidiarité, nous défendons la subsidiarité, sont en faveur de l'expérimentation et sont résolument tournés en faveur de la construction européenne. Je vous remercie.